Aujourd'hui, nous allons parler des garanties et des exclusions figurant sur votre contrat d'assurance emprunteur. Je vais pas vous le cacher, c'est un sujet compliqué. Si vous êtes en train de chercher votre contrat ou déjà détenteur d'un contrat d'assurance emprunteur, vous avez sûrement déjà croisé les termes de décès, PTIA, ITT, IPT, et j'en passe. Mais savez-vous réellement ce qu'ils veulent dire? Savez-vous quand ces garanties se déclenchent-elles? Et surtout, plus important, avez-vous la certitude qu'elles vous couvrent bien vous, personnellement, et qu'elles ne vous laissent pas tomber au moment où vous en aurez le plus besoin? Les banques et les assureurs, qui sont en compétition constante, sont passés maîtres dans l'art de vous mettre en avant les points forts de leur contrat, tout en passant sous silence les points faibles qui pourraient vous concerner. Du coup, faire aveuglement confiance à votre interlocuteur, c'est prendre le risque de tomber dans un piège d'un contrat peu optimisé et de mauvaise qualité pour vous. Ensemble, nous allons passer en revue les détails des garanties et des exclusions qu'il vous faut connaître afin d'analyser, comparer et choisir la meilleure solution disponible qui s'offre à vous pour votre propre contrat d'assurance emprunteur. Regardez bien l'épisode jusqu'au bout car j'y partagerai avec vous un outil qui va énormément vous simplifier la tâche. Bienvenue dans le second volet de ma série sur comment devenir un expert de votre propre contrat d'assurance emprunteur. Je m'appelle Bruno Lepelletier et vous êtes sur ma chaîne dédiée aux prêts immobiliers et aux assurances emprunteurs. Je suis courtier en prêt immobilier depuis près de 10 ans et je me suis donné comme mission à travers cette chaîne de vous partager des astuces, des secrets qui vont vous permettre de mener à bien votre propre projet immobilier dans les meilleures conditions. Abonnez-vous donc à ma chaîne pour n'en manquer aucun épisode. Et si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Voici la liste des garanties qu'on retrouve dans un contrat d'assurance emprunteur. Avant de plonger dans l'explication, posons-nous la question de devez-vous vraiment tout y souscrire? Ou est-ce que j'ai le choix d'en enlever pour réduire le coût de mon assurance? Eh bien, c'est la banque qui va vous donner le tempo, sachant que chaque banque a sa politique en termes de garantie minimum exigée. C'est au moment donc de la négociation de votre crédit avec elle que vous saurez quelles sont les garanties que vous devez absolument souscrire. La banque va les résumer dans le document qui s'appelle les critères d'équivalence. Je ne m'étends pas sur le sujet ici, on en parlera en détail dans l'épisode 7 sur la renégociation d'assurance. C'est donc à ce moment-là que vous serez fixé sur les garanties minimum qu'il vous faut mettre en place. Les autres, ça dépend de vous si vous voulez les souscrire ou pas, ça dépend de votre appétence à être bien protégé ou non. C'est ensuite la nature de votre projet qui va vous imposer telle ou telle garantie. Les banques vont faire la distinction entre un projet d'investissement locatif et un projet d'achat de résidence principale ou de résidence secondaire. Et là, on départage les garanties de base qui sont DC et PTIA, qui vous seront demandées pour tout type de projet, et les garanties optionnelles qui, elles, ne vous seront demandées qu'en cas d'achat de résidence principale ou de résidence secondaire. Vous pouvez donc ne souscrire qu'aux garanties de base pour un investissement locatif. Ne laissez pas votre banque vous imposer l'ITT et d'autres garanties si vous ne les souhaitez pas. La garantie décès se déclenche lors du décès d'un des emprunteurs. L'assureur va solder auprès de la banque directement un pourcentage du capital restant dû de votre crédit. Je vous renvoie vers l'épisode 1 de cette série si vous ne savez pas ce qu'est une quotité, nous l'avons traité en détail. Si l'assuré décédé était assuré à une hauteur de 100%, l'intégralité du prêt est remboursée, le conjoint survivant ou les héritiers récupèrent le bien libre d'encours de prêt. S'il n'était que partiellement assuré, l'assureur solde le crédit à la hauteur du pourcentage assuré. Le conjoint survivant peut impacter ce remboursement soit sur la durée restante du crédit, si ses revenus lui permettent, soit sur la mensualité. Le décès peut être consécutif à une maladie ou à un accident. Les contrats prévoient généralement une limite d'âge au-delà de laquelle l'emprunteur n'est plus assuré, de 75 à 85 ans, voire même 95 ans selon les assureurs. Les banques vont vous demander d'être couvert sur le décès jusqu'à la fin du crédit. Or, certains contrats groupes de banques vont arrêter la garantie décès à l'âge de 75 ans. Ça peut amener la banque à vous refuser des durées d'amortissement trop longues qui vous font finir le crédit après 75 ans, et du coup mettre votre projet à l'eau parce qu'ils estiment que vous avez un endettement trop élevé. Or, il existe des délégations d'assurance qui peuvent vous couvrir sur le décès jusqu'à 60, 80, 85, voire même 90 ans. Ça peut donc être une solution si vous êtes coincé avec votre banquier là-dessus, proposez-lui une délégation d'assurance. La garantie perte totale irréversible d'autonomie, ou PTIA, elle est indissociable de la garantie décès, sauf si l'âge de souscription maximale est dépassé. Elle se déclenche quand les éléments suivants sont réunis. L'emprunteur ne peut plus exercer d'activité professionnelle de quelque nature que ce soit et doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante. Se laver, se nourrir, s'habiller, se déplacer.
L'indemnisation se fait sur le capital restant dû au jour de l'invalidité reconnue, à la hauteur de la quotité assurée. C'est le même mécanisme que la garantie décès. À noter que le paiement du sinistre met fin à l'assurance. Toutes les PTIA ne se valent pas selon les contrats. Certaines vont vous demander tous les gestes usuels de la vie, d'autres n'en demanderont que 3 sur 4. Vous pouvez constater qu'au final, la définition de la perte totale irréversible d'autonomie en fait une garantie qui ne s'adresse qu'à quelques cas assez rares au final. Comme on a vu dans l'épisode 1 avec l'exemple de José, ça laisse pas mal d'angles morts et ne vous croyez pas couvert pour tout type d'invalidité. Je vous conseille franchement d'envisager de vous assurer aussi sur l'invalidité permanente, partielle et totale pour une couverture bien plus efficace. L'IPT, pour invalidité permanente totale. Elle intervient quand l'assuré a atteint un taux d'invalidité d'au moins 66%, constaté par un médecin expert désigné par l'assureur. L'indemnisation se fait généralement sous forme de rente. L'assureur prend en charge l'échéance de prêt en fonction de la quotité assurée. Certains assureurs vont vous laisser le choix entre une indemnisation sur le capital et une indemnisation sur la rente. Mon conseil, privilégiez systématiquement une indemnisation sur le capital, c'est bien plus adapté et vous donnera beaucoup plus d'options si par malheur vous êtes invalide à ce stade. Pour une parenthèse, vous aurez remarqué que je commence à vous parler de pourcentage d'invalidité. Penchons-nous rapidement sur comment les assureurs déterminent exactement ce pourcentage d'invalidité. Si vous avez la malchance d'avoir un sinistre grave, vous serez d'abord en état d'ITT, avec une couverture partielle ou totale des mensualités du prêt à l'issue de la période de franchise. Au bout d'un certain laps de temps, votre état sera considéré comme consolidé, c'est-à-dire que vous ne guérirez pas plus avec le temps. Et les séquelles restantes elles sont là pour rester. Si vous avez perdu une jambe, naturellement, elle ne repoussera pas. C'est à ce moment que les médecins conseils de l'assureur évalueront votre degré d'invalidité. Ils vont pour cela considérer 2 niveaux d'invalidité, l'invalidité fonctionnelle et l'invalidité professionnelle. L'invalidité fonctionnelle regarde votre aptitude à faire les gestes usuels de la vie, comme vous nourrir, vous déplacer, communiquer, bref, tout ce que l'on fait dans la vie de tous les jours. L'invalidité professionnelle, elle, va regarder votre aptitude à exercer votre profession au moment du sinistre. Et évidemment, ces 2 grilles de lecture ne vont généralement pas donner le même résultat. Un boulanger, par exemple, qui au cours de sa vie va développer une allergie à la farine. Alors, en termes d'invalidité fonctionnelle, il va probablement être à 0%. Par contre, en degré d'invalidité professionnelle, il est à 100%, il ne peut plus rentrer dans sa boulangerie. C'est en croisant ces 2 chiffres sur ce tableau que votre degré d'invalidité global sera déterminé et déclenchera ou non une garantie d'invalidité permanente. Vous retrouverez ce tableau dans les conditions générales de vente de votre contrat. Je ferme la parenthèse, retourne à nos garanties. La garantie invalidité permanente partielle, pour IPP. Elle intervient quand l'assuré a atteint un taux d'invalidité supérieur à 33% et inférieur à 66%, et qui n'est plus en mesure d'exercer à temps plein son activité professionnelle. On parle d'une invalidité dite de première catégorie. Le paiement du sinistre permet à l'assuré à rembourser son emprunt sous forme de rente partielle. En fonction du taux d'invalidité et de sa quotité assurée, il existe tout un tas de modes de calcul sur le montant de la prime. Et il est important de regarder celles proposées par les contrats qui vous intéressent, car elles sont plus ou moins intéressantes pour vous. Alors si la proposition d'assurance qu'on vous fait n'inclut pas l'IPP, l'invalidité permanente partielle, renseignez-vous si l'assureur peut vous la proposer. Généralement ça ne rajoute que quelques euros au tarif de votre assurance par mois, et franchement c'est une assurance qui une garantie qui a statistiquement pas mal de chances de se déclencher. Si je suis à votre place, je y souscris si j'en ai la possibilité. La garantie incapacité temporaire de travail, ou ITT. Elle se déclenche en cas d'arrêt de travail long, au terme d'une période de franchise de généralement 90 jours. L'assurance prend en charge les mensualités de votre prêt pendant toute la durée de votre maladie, de votre arrêt. Elle le fait à la hauteur de la quotité assurée et dans une limite généralement dans la plupart des contrats de 3 ans. La franchise de l'ITT peut être achetée soit à la baisse jusqu'à une période de 30 jours, soit à la hausse jusqu'à une période de 180 jours, ce qui peut être intéressant pour les fonctionnaires. Évidemment, si vous rabaissez la période à 30 jours, ça fait monter le tarif, et à 180 jours, ça en fera baisser le tarif. Cela n'est pas toujours rendu possible par les critères d'équivalence des banques, on en reparle dans l'épisode 7. Alors, il existe 2 formules d'indemnisation dans l'ITT. L'indemnisation forfaitaire, qui va couvrir un pourcentage de la mensualité de votre crédit,
et indemnitaire, qui elle ne compensera qu'une perte de revenus. Dans l'immense majorité des cas, l'indemnisation forfaitaire est plus intéressante et est à privilégier. Un mot sur le fonctionnement de la période de franchise. Sachez qu'il suffit d'une petite reprise de travail pour immédiatement remettre le compteur à zéro. Donc soyez malin, ne reprenez pas le travail pour 1 ou 2 jours et potentiellement perdre des mois de prise en charge, c'est arrivé récemment à l'une de mes clientes. Par contre, si vous avez déclenché la garantie TT suite à une maladie ou un accident, que vous reprenez le travail et que vous êtes obligé de vous réarrêter pour la même cause, dans ces cas-là, le délai de franchise est à 0, vous serez de nouveau immédiatement en ITT. Un petit détail, certains contrats qualitatifs au niveau de la garantie TT va vous couvrir une partie de la garantie, généralement 50%, en cas de reprise de mi-temps thérapeutique. Ça peut être intéressant de regarder si le contrat d'assurance que vous voulez le propose. L'option MNO pour maladies non objectables. Déjà, une définition des MNO. Il s'agit de maladies qui ne peuvent s'apprécier que sur la base des déclarations du patient. Elles ne sont pas vérifiables par un examen médical, d'où leur nom de non objectable. Celles concernées ici sont tous les problèmes d'ordre psychiatrique et dorsaux. Donc en quoi consiste cette option ? Par défaut, les contrats d'assurance emprunteur ne vont prendre en charge ces pathologies que dans le cas où vous pouvez justifier d'une période d'hospitalisation relativement longue, de 9 à 12 jours selon les contrats. Inutile de vous dire qu'il est très rare de se faire hospitaliser pour une période aussi longue pour ce genre de problème, et que cela revient souvent pour l'assureur à exclure ces risques de leur garantie. L'option MNO permet de racheter cette exclusion d'hospitalisation, et donc d'être pris en charge sur n'importe quelle de ces garanties, aux conditions normales du contrat, même sans période d'hospitalisation. Vous retrouverez l'option MNO sous différentes appellations selon les assureurs. Certains vont l'appeler Sérénité Plus, option Zen, rachat des MNO, option Do et Psy. Elle est souvent essentielle à obtenir dans le cadre d'une mise en place d'une délégation, car la plupart des contrats groupes des banques ne demandent pas d'hospitalisation pour les problèmes dorsaux et psychiatriques. Il faut savoir que c'est une option que les assureurs refusent très facilement, il suffit de déclarer quelques séances de kiné pour qu'ils vous la refusent, ce qui peut avoir des conséquences dans le cadre d'une mise en place d'une délégation. La garantie perte emploi. Cette garantie est un peu à part car elle n'est normalement jamais rendue obligatoire par les banques pour vous donner un accord de prêt. Il s'agit d'une protection en cas de licenciement. L'assurance prenant en charge les mensualités de votre prêt pendant votre période de chômage. Son paramètre d'intervention est toutefois bien défini, ce qui à mon avis rend sa pertinence questionnable. Déjà, elle ne se déclenche qu'en cas de licenciement. Les ruptures conventionnelles et démissions ne sont pas prises en charge. Elle ne s'adresse qu'aux personnes ayant un CDI. Elle vient avec une période de carence importante, qui peut être assez longue, et donc limitée dans le temps en termes de prise en charge. Et elle est très chère, rajoutant un coût conséquent à votre assurance. Tous ces points m'amènent généralement à ne pas conseiller la garantie perte emploi. Je la considère très chère pour ce qu'elle propose. Ou prenez-la si vous avez une bonne raison, si vous avez des doutes sur la santé financière de votre employeur, par exemple. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, vous êtes libre. Voilà, ouf, on en a fini avec la liste des principales garanties. Il faut savoir qu'il en existe d'autres, mais ça serait trop long de toutes vous les énumérer les unes après les autres. Si vous en croisez une et que vous avez des questions, direction les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Passons maintenant aux exclusions. Et là, sortez la frontale, car on va vraiment rentrer dans les détails des conditions générales de vente du contrat d'assurance emprunteur. Une exclusion, qu'est-ce que c'est ? C'est un événement ou un cas particulier qui est spécifiquement indiqué dans les conditions générales de vente sur lesquelles vous aurez soit une surprime, soit vous ne serez pas du tout couvert et qui ne déclenchera pas de garantie. Il existe deux types d'exclusions. Celles qui vous concernent vous directement et qui concernent vos habitudes de vie, donc votre profil d'assuré, et celles qui s'appliquent à tout le monde, qui sont des limitations particulières à chacune des garanties. Commençons par les habitudes de vie. À la souscription de votre contrat, l'assureur peut vous poser une série de questions sur vous. Êtes-vous fumeur ? Faites-vous plus de 15 ou 20 000 km par an professionnellement ? Quelle est votre profession ? Faites-vous un travail manuel ? Selon vos réponses, l'assureur peut vous adresser des questionnaires complémentaires en lien avec votre profession, pour les gens travaillant dans le secteur nucléaire ou dans la sécurité par exemple. Et ensuite, éventuellement, vous appliquez des surprimes sur le tarif et parfois des exclusions. L'assureur peut aussi, mais pas forcément, vous demander si vous pratiquez des sports pouvant être considérés à risque. Et là, c'est direction les petites lignes des conditions générales.
vous y trouverez la liste des sports non couverts sans déclaration préalable. Vous voyez, selon les contrats, la liste peut être longue. Et si vous êtes concerné par l'un d'entre eux, c'est le moment d'être vigilant. Certains sports, tels que le parapente ou l'escalade, peuvent faire exploser le tarif de l'assurance. Or, ne pas vous assurer sur ce type de hobby risqué n'est franchement pas une bonne idée. Là aussi, vous allez peut-être avoir besoin d'un assureur qui ne regarde pas les sports et vous couvre, quels que soient vos loisirs. Important à savoir, tous les assureurs sont loin de se positionner de la même façon vis-à-vis de vos habitudes de vie. Certaines vont avoir un tarif fumeur-non-fumeur, d'autres non. D'autres vont regarder les kilomètres professionnels, d'autres non. D'autres les sports, vous avez compris. Si jamais, au moment de l'adhésion du contrat que vous avez choisi, vous êtes frappé par une surprime ou une exclusion importante vis-à-vis d'une de ces habitudes de vie, c'est le moment d'aller voir ailleurs. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me contacter. On regardera, on trouvera sûrement un assureur qui aura une décision bien différente de ce que vous avez eu initialement. Un point d'attention important sur les sports. Ce n'est pas parce que l'assureur ne vous pose pas la question au moment de l'adhésion que vous êtes forcément couvert. Certains assureurs, en effet, vous demandent de proactivement déclarer ce sport, et c'est uniquement à ce moment-là qu'ils vont vous donner un questionnaire supplémentaire le concernant. Donc il est important de bien vérifier ce point si vous faites un sport à risque avant d'aller plus loin dans la demande d'adhésion avec l'assurance. Bon, après, la pratique occasionnelle d'un sport, encadrée par un professionnel, reste couverte. Vous avez le droit d'aller faire un baptême de saut élastique, par exemple. Je comprends vraiment pas pourquoi vous feriez une telle chose. Moi, personnellement, ça me laisse baba, mais vous serez couvert. Passons maintenant aux exclusions propres aux garanties. Alors, on va pas toutes les faire, on va pas passer en revue tous les contrats, ça serait beaucoup trop long, mais on va passer en revue les plus communes, celles qu'on retrouve à peu près sur tous les contrats. Voici les exclusions d'un contrat groupe de banque, qui est plutôt de bonne qualité. Vous aurez du mal à trouver un contrat avec une liste d'exclusions plus courte que celle-ci. D'abord, le suicide. Il n'est pas pris en charge la première année, sauf si votre prêt concerne l'achat de votre résidence principale, mais dans ce cas-là, avec un plafond de 120 000 €. Bienvenue au merveilleux monde des assureurs. Il est bien couvert pour le reste du contrat. La guerre nucléaire. Si jamais nous nous faisons tous péter collectivement, ce qui intéresse particulièrement les assureurs, c'est d'être sûr de ne pas avoir à payer. Les conséquences de faits intentionnels. Si madame empoisonne monsieur, cela ne fonctionne pas. Ou alors, il faut bien le maquiller. Les conséquences de faits de guerre civile ou étrangère, d'émeutes, d'insurrections, d'attentats et d'actes de terrorisme, du moment que l'assuré y prend une part active. Donc, en cas de légitime défense ou d'aide à personne en danger, ça peut vous exonérer de cette exclusion. Bon, là on a vu les exclusions d'un contrat groupe de banque, la liste est plutôt courte, c'est un contrat de bonne qualité sur ce point-là. On va maintenant regarder un contrat de délégation d'assurance, qui est certes moins cher, mais... Première constatation, la liste est un peu plus longue. Voilà, on va y retrouver les mêmes exclusions que vues sur le premier contrat, mais aussi l'exclusion des sports aériens, mécaniques, ULM, vol à voile, voltige aérienne, deltaplane, parapente, navigation maritime, nautisme, voile, plongée sous-marine, sport de neige, de glace, de montagne, d'alpinisme... Bref, vous l'aurez compris, la liste est très longue. C'est clairement un point important à vérifier avant de vous engager dans un contrat. Usage de stupéfiants ou de drogues non prescrites. Alcoolisme aigu, accident de la circulation si vous êtes au-dessus des limites légales d'alcool, la chirurgie esthétique, les accidents ou maladies pour lesquels l'assuré a refusé de se soumettre à un traitement prescrit médicalement. Vous l'aurez compris, lire le paragraphe des exclusions de votre contrat d'assurance n'est pas une option, mais obligatoire. Voilà, nous avons terminé notre tour d'horizon sur les garanties et les exclusions, et vous êtes maintenant bien mieux capable d'analyser, comparer et choisir le bon contrat vous concernant. Alors, je sais bien ce que vous êtes en train de vous dire, vous dites « Non mais attendez, moi j'ai une vie, comment je vais trouver le temps de comparer tant de contrats d'assurance ?» Eh ben, c'est vrai qu'il y a du boulot. La tâche peut être longue et ardue, et que même en y passant des heures, vous allez passer à côté de quelque chose. D'où l'importance de bien sélectionner votre interlocuteur dans ce processus. Vous pouvez aller chercher vos contrats d'assurance, vos propositions sur internet, vous aurez une foisonnement d'offres, mais là, pas évident d'avoir quelqu'un qui vous répond en détail, qui prenne le temps de vraiment analyser et comparer pour vous et vous aider dans votre tâche. Votre conseiller bancaire n'est malheureusement pas non plus cet interlocuteur. Lui n'a qu'un seul produit à vous vendre, c'est le sien, il n'est pas forcément informé et il n'est pas du tout objectif sur la question. Alors il est vrai que leurs contrats n'ont que peu d'exclusions, mais ils ont aussi des points faibles de par ailleurs. On en reparlera dans l'épisode 6 sur le choix final de votre contrat d'assurance. Mon conseil est suivant.
Adressez-vous à un professionnel, à un courtier en assurance emprunteur, qui aura un large panel, un large choix de contrats qui vont couvrir tous les types de situations entre les profils d'assurés, ce que vous souhaitez mettre en place et les exigences de votre banque. Je serai d'ailleurs ravi de le faire pour vous, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez mon site dans le descriptif de cette vidéo. Alors, faites confiance à un bon courtier, mais faire confiance est aussi vérifier. D'où l'importance de bien comprendre cet épisode aujourd'hui. J'avais promis un bonus pour les plus courageux d'entre vous qui regarderaient la vidéo jusqu'au bout. Chose promis, chose due, on y va. Je vous montre rapidement un outil que j'ai à ma disposition, que j'utilise pour aider mes clients dans leur recherche. Il s'agit d'une base de données qui contient tous les contrats d'assurance emprunteur sur le marché et va les analyser automatiquement pour nous. Vous allez voir, c'est bluffant. Cet outil va nous permettre de comparer instantanément les conditions générales de vente de 2 contrats d'assurance, permettant une clarté sur le bon choix de contrat pour mes clients et surtout un gain de temps très appréciable. Prenons par exemple un contrat groupe d'une banque lambda et comparons-le avec un contrat en délégation de qualité. En un seul coup d'œil, nous allons pouvoir comparer les forces et faiblesses des 2 contrats. Par exemple, sur ce point. À mes yeux, suffisant pour immédiatement écarter le contrat moins 10 ans. Cet outil est fabuleux car il permet d'éviter de passer de longues heures à éplucher des conditions générales de vente ennuyantes à mourir, et surtout, de ne pas faire d'erreur, de ne pas passer à côté d'une information importante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un like ou abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans le 3e épisode de cette série. Nous allons faire travailler nos ménages sur le choix des quotités d'assurance sur votre contrat d'assurance emprunteur. Hasta la vista!